Qu'est-ce que la sociologie spontanée? À partir de quel moment un discours est accusé de faire de la sociologie spontanée? Une définition de base serait qu'une sociologie spontanée n'est pas une sociologie scientifique. Donc d'un côté, vous avez la sociologie professionnelle, académique, scientifique. De l'autre côté, vous avez une sociologie qui ne l'est pas. On va voir un certain nombre d'auteurs qui ont formulé les bases conceptuelles de ce que Pierre Bourdieu appelle plus tard la sociologie spontanée. Ensuite, on va définir les critères d'une sociologie spontanée. Ensuite, on va voir un certain nombre d'auteurs qui s'opposent à cette rupture entre la sociologie scientifique et la sociologie spontanée. Et finalement, on va donner un exemple. Un exemple sur la question de la pauvreté pour voir dans quelle mesure on peut faire de la sociologie spontanée avec la pauvreté et on peut ne pas faire de la sociologie spontanée avec cette thématique. Premièrement, chez Émile Durkheim, on a cette exigence de se défaire du sens commun, de se défaire de la prénotion des acteurs pour qu'on puisse avoir une approche scientifique de la sociologie. Ou encore, chez Bachelard, un épistémologue, on considère que si il n'y a pas de dépassement de l'expérience intuitive et première, des obstacles épistémologiques, il n'y a pas de science. Chez Althusser, un philosophe marxiste, on va encore plus loin. On va discuter d'un certain nombre de notions, à savoir la coupure épistémologique, la philosophie spontanée, et on va accuser un certain nombre d'acteurs du monde académique, un certain nombre de scientifiques qui donnent des explications trop simplistes, qui ont des idées reçues et qui sont également dominées par des idéologies. La synthèse de pensée de Pierre Bourdieu permet de parler explicitement de la sociologie spontanée dont on va voir un certain nombre de critères. Premièrement, une sociologie spontanée est une sociologie qui n'est pas scientifique, qui est informelle, puisqu'elle est basée sur toute une série d'expériences de la vie quotidienne des acteurs, des expériences personnel des acteurs, sur toute une série de données qui ne sont pas des données empiriquement récoltées dans le respect des règles méthodologiques, de manière rigoureuse. Deuxièmement, une sociologie spontanée est une sociologie qui est dépendante d'une idéologie de la doxa dominante, comme dit Pierre Bourdieu. Et troisièmement, une sociologie spontanée est une sociologie sans médiation théorique suffisante, comme dit Althusser, c'est-à-dire avec des explications simplistes. Et à ce niveau, on pointe du doigt la sociologie spontanée au niveau de ses analyses. Donc ces trois critères correspondent en réalité à trois actes de la démarche scientifique dont on a parlé dans les vidéos précédentes. L'acte de la rupture qui exige à ce qu'on ne soit pas influencé par quelconque idéologie et particulièrement par la doxa dominante. L'acte de la constatation qui exige à ce qu'on récolte des données dans le respect des règles méthodologiques, des données empiriques et non pas uniquement se baser sur nos expériences personnelles, et l'acte de la construction qui exige à ce qu'on construise des analyses de qualité avec une médiation théorique suffisante et ne pas donner des explications trop simplistes. Exemple, les décisions judiciaires peuvent parfaitement refléter les sociologies spontanées qui se cachent derrière ces décisions. Les idéologies, les normes et les valeurs influencent les décisions du juge. Et quand il prend en considération les circonstances aggravantes, les circonstances atténuantes, entre autres, il fait référence à toute une série de normes et de valeurs qui influencent sa décision. Quand nous discutons autour d'un verre de manière spontanée au sujet d'un film, au sujet d'un roman, et on les interprète sociologiquement, bien évidemment, nous faisons de la sociologie spontanée. Ou encore de manière un peu plus savante, quand on fait voir uniquement les conditions économiques pour expliquer telle ou telle révolution, on fait de la sociologie spontanée puisqu'on a masqué toute une série de médiations culturelles, intellectuelles, toute une série d'acteurs qui ont également contribué à cette révolution. Comprenez, mesdames et messieurs, que toute une série de catégories d'acteurs différentes peuvent faire de la sociologie spontanée. À commencer par votre grand-mère, par des gens qui conversent dans les cafés du coin, qui parlent de la société, des cultures, qui collent des étiquettes sur les différentes catégories sociales, mais également à un autre niveau avec quelques vocabulaires savants, des philosophes, des polémistes qui sont invités sur les plateaux de télé, nous font également de la sociologie spontanée. Sans avoir une base de données empiriques récoltée dans le respect des règles méthodologiques, avec quelques mots savants,
plus quelques jugements de valeur, quelques considérations normatives, ils nous font de la sociologie spontanée. C'est même ce qu'on leur demande de faire. C'est l'injonction journalistique qui exige cela. Comprenez, mesdames, messieurs, que le sociologue qui ne veut pas jouer le jeu de la sociologie spontanée, il est très rapidement éjecté des plateaux de la télé. Sa parole, elle est incompréhensible, indigeste, agaçante, quelquefois tellement froide vis-à-vis des considérations morales des gens qu'elle est détestable. On lui demande rapidement de nous dire si Poutine est le gentil ou le méchant. Il commence à exposer en long et large ses données empiriques. Ensuite, il nous fait une analyse tellement complexe et finalement, il ne place pas le personnage dans le camp du bien ou du mal. Ça ne sert à rien, ce gars-là. On ne va plus l'inviter. Donc, mesdames et messieurs, le fait de ne pas faire de la sociologie spontanée, c'est quelque chose de très pénible, aussi bien pour les récepteurs que pour les émetteurs. C'est tellement pénible que dans beaucoup de cas, particulièrement dans le secondaire, mais également dans le supérieur, des cours de sociologie se transforment en des cours de sociologie spontanée. Puisque rassembler des données empiriques de qualité et à jour, puisque le fait de ne pas se soumettre à la doxa dominante de l'amphithéâtre, tous ces éléments sont pénibles, comprenez bien. Et il est plus commode de transformer son cours en une auberge espagnole dialogique où chacun donne son avis, son opinion sur la société, les conflits, que sais-je encore. Et ainsi, le sociologue devient l'organisateur du débat. Un débat qui va dans tous les sens avec des prénotions qui survolent, etc., etc. Jusqu'à présent, mesdames et messieurs, pour définir la sociologie spontanée, j'avais engagé une posture critique vis-à-vis de la sociologie spontanée. On va faire le contraire. On va parler de cette porosité entre la sociologie spontanée et la sociologie scientifique. Une porosité, mesdames et messieurs, qui commence à partir du moment où vous cherchez à comprendre les interprétations des acteurs, la rationalité des acteurs, leur raisonnement, mais également leur explication des phénomènes sociaux. Une porosité qui est bel et bien évidente, particulièrement dans l'approche compréhensive, là où on considère comme Luc Boltanski qu'il faut prendre au sérieux justement cette sociologie spontanée des acteurs. Ou encore comme Garfinkel, on considère que ce ne sont pas des idiots culturels, ce ne sont pas des agents passifs. Au contraire, ils instrumentalisent leurs notions, leur sens commun pour modifier le social. Cette porosité a été bel et bien conceptualisée par Anthony Giddens avec la notion de double herméneutique. Cette idée de la double facette herméneutique réfute les possibilités même d'une rupture épistémologique dans les sciences sociales. Dans les sciences naturelles, il n'y a pas de problème. Il existe une herméneutique unique, à sens unique, entre le chercheur et les choses étudiées. Tandis que dans les sciences sociales, ceci n'est pas possible. Non seulement les interprétations des acteurs ont une influence sur l'analyse sociologique, mais également les analyses sociologiques pénètrent dans la société, modifient le sens commun. Elles sont exploitées, mobilisées, instrumentalisées par le sens commun et retrouvent une vie quasi autonome en dehors des considérations analytiques du laboratoire du sociologue. Vous travaillez dans votre laboratoire toute une série de notions bien taillées, vous conceptualisez les classes sociales, le genre, la théorie de l'offre et de la demande, la violence symbolique, sauf que ces concepts et ces théories ne restent pas enfermés dans votre laboratoire. Les acteurs les comprennent, vous prennent au sérieux à leur tour, les modifient, les instrumentalisent, les mobilisent pour reconstruire le social à leur tour. Vous faites une étude sur un phénomène comme le burn-out, sauf que votre étude, une fois publiée, participe à la modification, à l'amplification et que sais-je, à l'atténuation de ce phénomène, reconstruit ce phénomène. Vos hypothèses ne peuvent pas ne pas avoir d'impact sur le social. Cette interaction entre le monde des idées et le monde des choses a été entre autres conceptualisée à d'autres niveaux par d'autres auteurs, notamment par Merton avec le concept de la prophétie autoréalisatrice ou encore par Hacking avec le concept de l'effet de boucle. En tout cas, tous ces concepts nous invitent à penser que les idées, les théories participent à la construction du réel. D'où
l'importance de la réflexivité du chercheur, du sociologue. Donc, mesdames et messieurs, si on devrait faire une synthèse entre deux conceptions de la sociologie, une conception qui tantôt insiste sur la rupture, sur la notion de la rupture, pour que la sociologie reste une science objective et neutre, de l'autre côté, une conception qui considère que cela est un leurre. Cette double herméneutique, non seulement elle existe, mais en plus, on va l'utiliser, on va l'instrumentaliser pour pouvoir reconstruire le social en fonction de nos valeurs. Sauf que, mesdames et messieurs, on peut être pessimiste ou même naïf et considérer que cette porosité entretenue entre la sociologie spontanée et la sociologie académique va participer à la désinstitutionnalisation des sciences sociales, va faire perdre le pouvoir d'agir des sociologues sur la construction du social. Comprenez, mesdames et messieurs, que les croyances et la foi des individus dans les discours scientifiques n'ont pas été toujours au même niveau. À une certaine époque, les institutions scientifiques étaient dominées, humilié, écrasé par les institutions religieuses. Le processus de la rationalisation du monde dont parle Max Weber, qui entre autres se traduit dans les pays occidentaux par le processus de laïcisation, fait en sorte que la science, en tant qu'institution, devient une institution de plus en plus dominante, avec un pouvoir d'action véritable. Il nous faut une grande naïveté pour croire que ça va rester ainsi. Jusqu'à quand l'autorité rationnelle du sociologue professionnel académique peut participer, aider le processus de l'émancipation des individus? Jusqu'où cette porosité va pouvoir résister au choc perpétuel, entre autres provoqué par les réseaux sociaux? Bref, n'y a-t-il pas un risque que la sociologie scientifique ne soit pas diluée, absorbée par la sociologie spontanée des acteurs qu'elle avait pris au sérieux? En attendant, je vous propose un exemple qui nous permet d'illustrer comment est-ce qu'on peut ne pas faire de la sociologie spontanée et faire de la sociologie spontanée sur une thématique, à savoir la pauvreté. Alors la pauvreté est véritablement une thématique qui se prête bien à la sociologie spontanée des acteurs. Chacun d'entre nous, nous avons une expérience plus ou moins précise de ce que c'est la pauvreté, soit parce que nous l'avons vécu, n'est-ce pas? Soit parce que nous avons une idée, une représentation construite de ce que c'est un pauvre et la pauvreté à travers des films, de la littérature, à travers des reportages, à travers des pauvres qu'on a rencontrés dans la rue, dans un supermarché, au métro. Et je dirais même dans l'idéal, nous avons regardé un documentaire à la télé sur la pauvreté. Et quand nous parlons des pauvres et de la pauvreté dans un café de coin, autour d'un verre, lors d'une petite conversation, sur les réseaux sociaux, on fait de la sociologie spontanée de la pauvreté. Puisque nous nous basons sur nos représentations, sur nos idées reçues. Et donc nous avons une perception immédiate de la pauvreté, un sens commun de la pauvreté, avec certainement des jugements de valeur, en considérant que c'est bien ou c'est mal d'être pauvre, ou bien en condamnant des individus, des acteurs institutionnels par rapport à la question de la pauvreté. Et nous responsabilisons les uns et les autres vis-à-vis de cette question. Et tout cela, bien évidemment, sans véritablement de base de données empiriques, récoltées dans le respect des règles méthodologiques. Donc, nous sommes pleinement dans une sociologie spontanée, parce que nous parlons de la pauvreté non seulement avec des prénotions, mais également avec des jugements de valeur, mais en plus sans base de données empiriques. On pourrait aussi s'intéresser à la question de la pauvreté de manière un peu plus sérieuse, de manière un peu plus officielle, en allant chercher quelques chiffres, quelques données empiriques, avec quelques catégories construites par les économistes, par les statisticiens, bref, par tel ou tel ministère. On pourrait s'intéresser à quelques données en ligne qu'on retrouve également dans les magazines spécialisés et qui nous définissent les seuils de pauvreté. Les seuils de pauvreté qui varient d'une année à l'autre, entre autres, et après on retrouve un certain nombre de chiffres. Un certain nombre de chiffres, par exemple 1200 euros, 1250 euros, que sais-je encore, pour 2022, pour 2020. En Belgique, c'est le seuil de pauvreté.
Et ainsi, à partir de ce seuil de pauvreté, entre autres, on considère que les individus qui ont un revenu inférieur à 1250 euros sont considérés comme pauvres, et ceux qui sont situés au-dessus de ce seuil de pauvreté ne sont pas considérés dans la catégorie des pauvres. Et toujours dans les revues spécialisées en économie, on pourrait s'intéresser aux variations de la pauvreté avec d'autres paramètres, et ainsi poursuivre toute une série de données positives, vous voyez, des données parfaitement précises, et pour bien comprendre les variations de la pauvreté et éventuellement retrouver des explications de cette pauvreté. Ainsi, on verra très rapidement que d'un côté, vous avez les libéraux qui expliquent cette pauvreté par l'intervention perpétuelle de l'État dans l'économie, par une économie protectionniste, par une économie qui protège ses citoyens par de l'aide sociale, que sais-je encore. Et de l'autre côté, vous avez le paradigme égalitariste qui considère, non, au contraire, il y a de la pauvreté, c'est parce que l'État n'intervient pas suffisamment dans l'économie, c'est que l'État ne prend pas ses responsabilités. Donc on verra par exemple que d'un côté, les uns sont considérés comme responsables parce qu'ils n'ont pas arrêté de chipoter dans l'économie, et de l'autre côté, les autres sont considérés comme responsables parce qu'ils n'interviennent pas, ils ne chipotent pas suffisamment dans l'économie. Donc notre démarche sociologique vis-à-vis de la question de pauvreté avec des données positives est un peu moins spontanée, c'est-à-dire on va récolter quelques données empiriques. Néanmoins, la démarche sociologique, comme on l'avait dit précédemment, elle est plus subtile. En tout cas, elle se veut plus subtile. Ainsi, elle ne s'arrête pas là. Oui, le sociologue, il ne s'arrête pas là. Je dirais même que c'est pour cela qu'il est devenu sociologue. Il est devenu sociologue pour aller chatouiller les concepts, y compris les concepts des scientifiques, des économistes, en disant comment ils sont construits, ces concepts. Très bien, si vous définissez un chiffre, à savoir 1250 euros, en dessous duquel vous considérez que les gens sont pauvres et au-dessus duquel les gens sont considérés comme pas pauvres, dans ce cas-là, comment est-ce que vous avez calculé 1250 euros? Ah, les économistes répondent, ils disent oui, mais c'est en rapport avec un autre paramètre, à savoir le revenu médian. Donc, ce 1250 euros, c'est par exemple 60% du revenu médian. En dessous de 60% du revenu médian, les gens sont considérés comme pauvres et au-dessus, ils ne sont pas considérés comme pauvres. Le sociologue, il va encore chipoter, il va dire mais oui, mais attends, qui a défini ce seuil, à savoir 60%? Et pourquoi pas 70? Et pourquoi pas 50? Et tout compte fait, les catégories d'individus qui sont considérés comme pauvres ou comme pas pauvres dépendent entièrement de ce choix arbitraire qui va considérer que c'est à partir de 50%, c'est à partir de 60% qu'on va construire des pauvres. Donc, quand on considère que la pauvreté, entre autres, est une construction sociale, dans cette construction sociale, il y a également la construction du concept de pauvre. Et ce choix de 50% et de 60% n'est pas un choix innocent, c'est un choix politique. Puisque quand vous augmentez ce seuil, le nombre de pauvres augmente. Quand vous diminuez le seuil et vous le définissez à 50%, le nombre de pauvres diminue. Et il existe un certain nombre d'institutions qui définissent ce seuil et qui considèrent qu'il faut faire ça à partir de 50 et d'autres qui considèrent à partir de 60. Et c'est le job, c'est le travail du sociologue de construire l'histoire de cette construction de ce seuil. Et c'est ça qu'on appelle s'affranchir des catégories de pensée instituées. Questionner les différents paramètres statistiques qu'on nous vende auprès des uns et des autres. Attention, ça ne signifie pas du tout qu'il ne faut pas s'intéresser aux données quantitatives et au seuil de pauvreté, non, pas du tout. Mais il faut également prendre conscience que ces éléments sont des constructions sociales. Ne pas faire de la sociologie spontanée consiste également à rompre avec ce sens commun qui cherche constamment, avec les économistes, d'objectiver la question de la pauvreté, à quantifier la question de la pauvreté. Se contenter uniquement d'une approche quantitative et descriptive, ça consiste, entre autres, partager cette conception du sens commun, cette conception binaire de la pauvreté, en disant à partir d'un certain nombre de chiffres, de seuils, on est pauvre ou on n'est pas pauvre. Et ceci, c'est un véritable obstacle
épistémologique pour le sociologue, pour le regard sociologique. Attention, mesdames et messieurs, quand je parle des sociologues, je parle de votre regard sociologique. Et bien évidemment, n'est-ce pas, il ne faut pas être attitré sociologue pour sociologiser. Donc, rompre avec les prénotions consiste également de rompre avec les prénotions des économistes. Une attitude très prétentieuse, parce que non seulement on a rompu avec les prénotions des acteurs, avec les prénotions du peuple, mais également d'un certain nombre d'acteurs issus du monde académique. Et ceci est dans la tradition sociologique. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'il existe des rapports assez particuliers entre la sociologie et les autres disciplines. C'est ça, la manière dont la sociologie problématise, c'est une manière qui veut être étonnante, choquante, provocante. Elle veut chercher véritablement derrière les apparences un certain nombre de mécanismes qui participent à la construction de ce que le sens commun, y compris les autres scientifiques, considèrent comme le réel. Parce que tout compte fait, si le sociologue comme les économistes commencent à problématiser la question de pauvreté de manière descriptive et explicative, en disant voici comment est-ce qu'on peut définir la pauvreté avec des données positives, ou encore quelles sont les causes de la pauvreté, très bien, on pourrait effectivement retrouver un certain nombre de paramètres, mais ça, les économistes, ils font mieux ça que nous. Je veux dire, il n'y a pas besoin en soi des sociologues pour ça là. Donc il va falloir que le sociologue s'invente une spécificité dans la manière de problématiser la question de la pauvreté. Et pour cela, il se pose toujours une question. Comment se construit la pauvreté? Avec les économistes, ils pourraient aller chercher un certain nombre de causes positives qui participent à la construction de la pauvreté. Alors, il va peut-être insister davantage sur le capital culturel, son capital fétiche, pour expliquer la pauvreté. Là, on est dans toute une série de causes essentialistes. Néanmoins, la valeur ajoutée de la sociologie consiste à se poser la question suivante. Oui, comment se construit la pauvreté dans sa dimension nominaliste, c'est-à-dire s'interroger sur les considérations, les idées qui construisent ces catégories. Qu'est-ce qui fait que les uns sont considérés comme pauvres et les autres ne sont pas considérés comme pauvres? Comprenez bien que on s'intéresse aux considérations des acteurs qui parlent de la pauvreté. En un mot, le sociologue, il cherche à prendre ses distances, à se différencier avec les définitions substantialistes, essentialistes de la pauvreté. C'est pour cela qu'il se pose la question suivante, à savoir, de quoi parle-t-on réellement quand on parle de la pauvreté? Vous voyez, dans cette question, de quoi parle-t-on réellement quand on parle de la pauvreté? Il se cache quelque chose, c'est-à-dire le sociologue pose la question de la vraie réalité de la pauvreté, et cela sous-entend de manière implicite, bien évidemment, que c'est le sociologue qui détient la vraie vérité sur la question de la pauvreté. Donc, ne pas faire la sociologie spontanée de la pauvreté consiste à ne pas s'arrêter aux chiffres, au seuil de pauvreté et aller plus loin et se poser la question du statut social de cette personne pauvre. Est-ce qu'il est valorisé, dévalorisé, dans quelle mesure? Comment il est perçu aux yeux des uns et des autres en fonction des catégories sociales? Comment les autres catégories perçoivent les pauvres? Explique les pauvretés. Quelles sont les diversités, les manières d'être pauvre? Qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre d'individus sont définis d'abord et prioritairement par leur situation de pauvreté économique? Quels sont les autres concepts concurrents de la pauvreté? Dans quelle mesure la pauvreté n'est pas la misère? Et de façon très classique, vous connaissez très bien, expliquer le social par le social, expliquer le social par le relationnel, et ainsi on va définir la pauvreté dans sa dimension relationnelle. Donc l'explication sociologique ne va pas considérer véritablement, substantiellement, que c'est à partir de 1250 €, en dessous de 1250 € qu'on est pauvre ou on n'est pas pauvre. L'explication sociologique va considérer à partir du moment où on est dans une relation d'assistance que les autres vont nous considérer comme pauvres. Donc, être assisté, c'est véritablement la marque identitaire de la personne pauvre.
et cette identité est bel et bien dévalorisée dans notre contexte historique, bien évidemment. Mais le sociologue, il a la spécialité dans une démarche diachronique, historique, aller chercher d'autres contextes historiques dans lesquels la pauvreté, implicitement, voire explicitement, était valorisée. Ne pas faire la sociologie spontanée de la pauvreté consiste à ne pas s'arrêter à ces chiffres économistes, mais aller au-delà de ces chiffres et repérer les mécanismes de désignation, les mécanismes de considération qui participent à la construction des pauvres dans des différents contextes socio-historiques. Ne pas faire de la sociologie spontanée de la pauvreté consiste également à aller s'intéresser à toute une série de stratégies employées par les pauvres pour appartenir ou ne pas appartenir à cette catégorie pour satisfaire leurs besoins. Ne pas faire de la sociologie spontanée de la pauvreté consiste également à se détacher de ces considérations normatives vis-à-vis de la pauvreté et ne pas considérer le pauvre comme véritablement un pauvre malheureux, dominé sans stratégie, et qu'il va falloir aider, enfin bref, mettre de côté, disons, ses propres considérations morales. Quelles sont les valeurs matérialistes qui se cachent derrière nos jugements de valeur vis-à-vis des pauvres? Est-ce que être pauvre en soi est une bonne ou mauvaise chose? Bien évidemment, toutes ces considérations sont normatives et le sociologue se détache, ça va de soi. Donc, vous voyez que ne pas faire de la sociologie spontanée de la pauvreté implique toute une série de mécanismes, toute une série de démarches sociologiques qu'on a citées de manière disparate. Alors, en résumé, on pourrait dire qu'il y a les 3 actes de la démarche scientifique qui sont bel et bien présents tout au long de nos considérations. Premièrement, l'acte de la rupture. En effet, on pourrait procéder à une rupture spontanée, n'est-ce pas? Et ainsi, tout simplement rompre avec les prénotions du peuple, des acteurs. Mais de manière plus profonde et méthodologique, quand on procède à l'acte de la rupture avec une véritable neutralité axiologique, à ce moment-là, non seulement on est méfiant vis-à-vis des prénotions des acteurs, mais également de toute une série de concepts construits par le monde académique, par les savants. En ce qui concerne l'acte de la constatation dans la démarche scientifique, on pourrait avoir des observations spontanées, c'est-à-dire se baser uniquement sur ses propres expériences personnelles, sur ce qu'on a vu ici et par là, bref, ne pas avoir de véritable base de données empiriquement récoltées avec le respect des règles méthodologiques. Et troisièmement, ne pas faire la sociologie spontanée consiste à ne pas faire des analyses spontanées, à ne pas faire des médiations simplistes, comme disait Althusser. Attention, mesdames et messieurs, je vous le dis haut et fort, qu'il existe bel et bien un certain nombre de sociologues avec de grandes notoriétés qui font ce type de médiation simpliste. Vous avez de grandes bases de données empiriques, vous avez grosso modo une rupture méthodique qui tente de rompre avec la doxa dominante, très bien, mais au moment de l'analyse, on voit des médiations simplistes, on voit des analyses spontanées, et tout d'un coup, le niveau baisse. J'entends par là que ne pas faire de la sociologie spontanée n'est pas quelque chose de si simple. Nous pouvons identifier un certain nombre de catégories d'acteurs qui proposent des discours. On va essayer de les classifier quand même, à commencer par votre grand-mère, à commencer par les conversations de café, à commencer à tout ce qu'on dit quand on regarde un film au sujet de la société, à commencer par toute une série de propos, de contenus qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, toute une série de catégories d'acteurs font de la sociologie spontanée, mais c'est pas pour ça que nous devons mépriser leurs propos. Au contraire, la sociologie scientifique a entre autres la vocation d'aller s'intéresser aux hypothèses produites par la sociologie spontanée des acteurs et de vérifier dans quelle mesure elles sont confirmées ou infirmées. En tout cas, voilà, tout en bas, vous avez toute une série d'acteurs qui, avec des jugements de valeur, sans notions scientifiques, avec des prénotions, sans données empiriques, parlent de la société que nous qualifions, que nous catégorisons comme de la sociologie spontanée et que nous prenons au sérieux, bien évidemment.
Alors, à côté de ces catégories d'individus, vous avez également toute une série de catégories d'autres acteurs, comme les artistes, les poètes, les religieux, les écrivains, qui, avec un langage un peu plus sophistiqué, effectivement, mais toujours avec des jugements moraux, toujours sans base de données empiriques, parlent de la société, produisent des propos sociologiques spontanément. Mais c'est vrai que ça paraît un peu moins spontané parce qu'ils l'ont travaillé préalablement, ça n'a pas été uniquement autour d'un verre. Une autre catégorie d'acteurs qui produisent de la sociologie spontanée et qui parviennent malgré tout à vendre cette sociologie spontanée comme de la sociologie scientifique, ce sont toute une série de philosophes, de polémistes qui parlent de la société, qui produisent entre autres toute une série d'hypothèses, toute une série de discours à caractère sociologique. Mais qui parviennent malgré tout à employer un certain nombre de notions plus relevées, plus académiques. Et ces acteurs, on pourrait très bien les inviter régulièrement sur les plateaux de la télé ou tel média. Eux-mêmes entretiennent des médias sur les réseaux sociaux. Et que finalement, ils parviennent à entretenir une audience importante de par leur capacité à faire une sociologie spontanée, puisqu'elle est rapide. Rapide dans la récolte des données, rapide dans l'analyse des données, et cerise sur le gâteau, avec quelques considérations morales qui déchaînent les passions de la foule, des audiences, qui cherchent ça, puisqu'il y a un marché pour ça. Comprenez, mesdames et messieurs, au même titre qu'on a considéré que dans la sociologie spontanée de la grand-mère, il pourrait y avoir un certain nombre de propos, un certain nombre d'hypothèses véridiques. De même, ici aussi, auprès de ces catégories d'acteurs, on pourrait repérer toute une série d'hypothèses qui sont confirmées dans une certaine mesure, infirmées dans une certaine mesure. Alors, il y a également toute une série de catégories d'acteurs institutionnels qui font de la sociologie spontanée, enfin je dirais même ils sont payés pour faire de la sociologie spontanée, sans quoi la société s'arrête de tourner, parce qu'ils sont censés de repérer un certain nombre d'acteurs, identifier toute une série de paramètres, identifier un certain nombre de coupables, identifier un certain nombre de chiffres. Enfin, la société s'arrête de tourner si tout le monde devrait jouer le jeu des sociologues scientifiques. Donc nous avons besoin des juges, nous avons besoin des rapports de police, nous avons besoin des économistes, nous avons besoin de toute une série de catégories d'acteurs qui vont effectivement très rapidement, avec une certaine sociologie spontanée, juger un certain nombre d'acteurs comme coupables, comme la cause, et d'autres acteurs comme victimes. Les statisticiens du ministère de l'Intérieur sont payés pour faire de la sociologie spontanée, même si leur sociologie spontanée est moins spontanée que la sociologie de la grand-mère ou de que sais-je, tel ou tels écrivains. Le sociologue, celui qui est attitré, celui qui veut produire véritablement dans une démarche académique, scientifique, un propos sociologique, c'est celui-là qui doit s'affranchir particulièrement des catégories de pensée instituées. Comprenez, mesdames, messieurs, que si tous les acteurs commence à s'affranchir des catégories de pensée instituées, il n'y a plus de société puisqu'il n'y a plus d'institutions. Parce que les institutions existent bel et bien avec leurs catégories institutionnalisées. Rien que le ministère de l'économie ne peut pas se permettre d'aborder la question de la pauvreté à l'image des sociologues. Alors, on a parlé de toute une série de catégories d'acteurs qui font de la sociologie spontanée à tort ou à raison. Enfin, on ne porte pas de jugement de valeur vis-à-vis de leur sociologie spontanée. Et tant mieux que c'est ainsi. Les gens parlent sur les uns et les autres et c'est ainsi que le lien social se construit. Les juges doivent faire de la sociologie spontanée pour condamner telle ou telle personne, alors que sociologiquement parlant, il n'y a jamais un coupable unique. Vous voyez, donc il y a toujours un ensemble d'acteurs qui construisent, on va dire collectivement, un meurtre, qui construisent collectivement un suicide, qui construisent collectivement tel ou tel fait. Bref.
Ici, on va parler des sociologues, c'est-à-dire ceux qui sont attitrés sociologues, ceux qui sont payés pour faire de la sociologie, ou bien ceux qui ne sont pas attitrés sociologues, mais qui prétendent de produire un travail scientifique à caractère sociologique. Même parmi ces catégories d'acteurs, vous avez également de la sociologie spontanée. Et c'est ici qu'en quelque sorte, nous pouvons prendre une posture critique vis-à-vis de la sociologie spontanée. À commencer par l'expert sociologue qui se soumet à la doxa dominante de l'amphithéâtre ou des réseaux sociaux. On peut également citer le sociologue qui organise un cours de sociologie comme une espèce d'auberge espagnole dialogique où chacun vient donner son opinion et que finalement le cours est devenu le lieu par excellence d'échange d'opinions dans tous les sens du terme. On peut également parler des sociologues engagés qui instrumentalisent la discipline pour faire l'apologie de telle ou telle idéologie. Oui, en effet, faire de la sociologie spontanée consiste également à ne pas respecter le principe de la neutralité axiologique. Parce qu'une véritable neutralité axiologique implique le respect de la symétrie épistémologique, le respect de la symétrie des arguments des uns et des autres, et ainsi vous fait sortir de telle ou telle posture idéologique. Je vous renvoie vers les vidéos produites sur la question de la neutralité axiologique. Le sociologue qui avale directement les chiffres officiels sans les interroger, sans s'affranchir des catégories de pensée instituées, n'a rien compris de la discipline. Et particulièrement les sociologues qualitativistes avec une posture nonchalante vis-à-vis de la neutralité axiologique, mesdames et messieurs, sont des catégories de sociologues plutôt sujets de sociologie spontanée. Et pour ma part, je me permets de placer au sommet de cette hiérarchie, parmi ces catégories d'acteurs qui font de la sociologie spontanée illégitime, toute une série de sociologues qui instrumentalisent des arguments d'autorité pour faire de la sociologie. C'est vraiment le summum. Donc, quand vous entendez un certain nombre de sociologues qui considèrent qu'ils ont raison parce qu'ils sont sociologues, vous êtes face à la catégorie la plus bas de gamme des sociologues. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À bientôt.